Chers internautes, bonjour. Je m'appelle Raphaël Berland, je suis journaliste citoyen et vidéaste engagé en faveur du bien commun. Je réalise actuellement un documentaire sur les effets secondaires liés au vaccin anti-Covid. Ce sujet est extrêmement censuré sur Internet, Facebook, YouTube, etc. Alors que c'est un sujet de santé publique qui intéresse beaucoup de gens, d'autant que ces vaccins sont encore en phase de test et qu'il est question d'étendre la vaccination aux enfants de moins de 12 ans. Je m'intéresse au sujet des accidents vaccinaux depuis des années. J'ai ainsi eu l'occasion de relayer en 2017 un document sur la réalité des victimes d'accidents vaccinaux que l'association Revav avait adressé à l'époque au Conseil constitutionnel et au Parlement français. J'ai ainsi pu prendre conscience de 3 points qui se sont encore amplifiés avec la crise du Covid-19. Premièrement, l'idéologie pro-vaccin dominante a tendance à exagérer les bénéfices des campagnes de vaccination et à minorer les risques liés à ces vaccins, ce qui rend l'évaluation de la balance bénéfice-risque très difficile à réaliser. Deuxièmement, la pharmacovigilance concernant les vaccins est très largement perfectible, car seuls 1 à 10% des accidents vaccinaux seraient réellement enregistrés informatiquement, et ce pour différentes raisons. Troisièmement, les victimes des accidents vaccinaux ont beaucoup de mal à se faire entendre des corps médicaux, médiatiques et politiques. Ce sont des victimes qu'on ne veut pas voir, pas entendre, car leurs témoignages jettent un doute sur le discours à propos de l'innocuité des vaccins, c'est-à-dire leur côté inoffensif, discours qui refait surface à chaque nouvelle campagne de vaccination. Lorsque le gouvernement actuel a annoncé que sa stratégie de lutte contre le Covid-19 reposait essentiellement sur la vaccination de toute la population, j'ai eu l'intuition que l'idéologie pro-vax allait encore s'amplifier et que les victimes d'accidents vaccinaux auraient toutes les peines du monde à se faire entendre. Le témoignage qui suit, livré le 28 juin 2021 par Stéphanie de Garay, maman de la petite Maïdi, devant le sénateur américain Ron Johnson, a achevé de me convaincre que les accidents vaccinaux, en pleine guerre contre le virus du Covid-19, étaient un sujet très important à traiter, ne serait-ce que par empathie pour toutes les victimes collatérales de cette sale guerre. Tout d'abord, merci au sénateur Johnson de me donner l'occasion de partager l'histoire de Maddie et à vous tous pour votre volonté d'écouter. Mon nom est Stéphanie et voici ma fille Maddie. Nous vivons dans l'Ohio. Le 20 janvier, Maddie a reçu sa 2e dose du vaccin Pfizer en tant que participante à l'essai clinique pour les jeunes de 12 à 15 ans. Nos 3 enfants se sont portés volontaires et nous étions ravis de participer à cet essai pour nous aider tous à retrouver une vie normale. Mon mari travaille dans le domaine médical et j'ai un diplôme en génie électrique. Nous sommes pro-vaccin et pro-science. C'est pourquoi nous avons accepté que Maddie et ses 2 grands frères se portent volontaires pour l'essai. Avant que Maddie ne reçoive sa dernière dose de vaccin, c'était une jeune fille de 12 ans, en bonne santé, qui avait de bonnes notes et beaucoup d'amis. Elle avait une vie, elle avait de l'énergie. Elle n'était pas comme ça, bien qu'elle ait encore toujours beaucoup d'amis. Lors de la seconde injection, Maddie a immédiatement ressenti une douleur au niveau du point d'injection. Au cours des 24 heures suivantes, elle a développé une douleur abdominale et thoracique sévère. La façon dont elle a décrit la douleur thoracique, je cite, « J'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur par le cou. Elle a eu des décharges électriques douloureuses dans le cou et la colonne vertébrale qui l'ont obligée à marcher courbée. Elle avait une douleur extrême dans ses doigts et ses orteils. Ils étaient blancs et ils étaient froids au toucher. Elle avait un œdème. » Et mon mari l'a immédiatement emmenée aux urgences, comme l'avait demandé l'infirmière administratrice de l'essai de vaccination. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Ils ont effectué un prélèvement sanguin. Elle a été examinée pour une appendicite. Mais ce n'était pas cela. Et on lui a donné un médicament par voie intraveineuse avant de la renvoyer à la maison. Cependant, dans les papiers de sortie de l'hôpital pour enfants où elle est allée, le diagnostic indiquait un effet indésirable de la première rencontre avec le vaccin. C'est la seule fois que cela a été écrit dans son dossier médical, mais c'est surtout cela. Au cours des derniers mois et demi suivants, ses douleurs musculaires et nerveuses abdominales sont devenues insupportables. Elle a développé d'autres symptômes, notamment une gastroparésie, des nausées
et des vomissements, une pression artérielle et un rythme cardiaque irrégulier, des pertes de mémoire, des confusions de mots, un brouillard cérébral, des maux de tête, des vertiges et des évanouissements. Elle est tombée, s'est cognée la tête, puis a eu des crises d'épilepsie. Elle a développé des tics verbaux et moteurs. Elle a eu une perte de sensibilité à partir de la taille et une faiblesse musculaire, des changements drastiques dans sa vision, une rétention urinaire et une perte de contrôle de la vessie, des cycles menstruels sévèrement irréguliers et lourds. Et finalement, elle a dû se faire intuber pour se nourrir. Tous ces symptômes sont encore présents aujourd'hui. Certains jours étaient pires que d'autres. Notre plus grand défi est venu lorsque ces médecins ont commencé à envisager un diagnostic alternatif. Elle n'en avait pas vraiment avant, alors c'était le premier. Comme tout le monde, elle a subi de nombreux tests, mais pas autant que les autres, puisque c'est une enfant. Pourquoi n'ont-ils pas fait tous les tests sur elle? Désolée. Puisqu'il ne comprenait pas ce qui se passait, un médecin l'a étiquetée comme ayant un trouble neurologique fonctionnel en disant que c'était dû à l'anxiété. Cela nous a inquiétés et nous n'étions pas d'accord avec ça, car elle n'a pas d'anxiété. Regardez-la. Je veux dire, quel enfant de 13 ans peut s'asseoir ici calmement s'il a de l'anxiété ou des troubles mentaux? À un moment donné, ils ont même essayé de l'admettre dans un hôpital psychiatrique. Nous avons donc demandé d'autres avis médicaux, dont certains provenaient de ce groupe. En juin, nous avons mis en relation son neurologue avec un autre médecin qui fait des recherches sur les effets indésirables comme celui de Maddie. Elle a finalement été prise en charge. Ils ont finalement fait une IRM de son cerveau. Une IRM et une série de tests sanguins supplémentaires. Il a fallu 5 mois pour que cela soit fait. Au cours des 5 derniers mois, Maddie s'est rendue 9 mois aux urgences et a été hospitalisée 3 fois pour un total de 2 mois à l'hôpital. Ce que je veux demander, Maddie s'est portée volontaire pour laisser Pfizer. Pourquoi ? Pourquoi ne font-ils pas des recherches sur elle pour comprendre pourquoi cela s'est produit, afin que d'autres personnes n'aient pas à subir ça? Au lieu de ça, ils disent juste que c'est son mental. Ce n'est pas mental pour moi. Alors aujourd'hui, notre rôle en tant que parents pour aider notre fille Maddie continue. Tout ce que nous voulons, c'est que Maddie soit vue, entendue et crue, parce qu'elle n'en est pas revenue. Et nous voulons qu'elle reçoive les soins dont elle a désespérément besoin pour qu'elle puisse revenir à la normale. Pourquoi n'est-elle pas à la normale? Elle allait très bien avant ça. Elle a fait ce qu'il fallait en essayant d'aider tous les autres. Et les autres ne l'aident pas. Merci. Difficile de ne pas être touché par ce genre de témoignage. Alors, combien de victimes? Il est difficile de le savoir, car la censure sur ce sujet bat son plein. Le magazine Nexus, partenaire de mon documentaire, a lancé un appel sur Facebook pour recueillir des témoignages de victimes ou de proches de victimes. La plateforme de Mark Zuckerberg a censuré cet appel en prétextant qu'il contenait de fausses informations susceptibles de nuire à l'intégrité physique des personnes. Ce n'est malheureusement pas surprenant lorsque l'on s'intéresse à la politique de censure de Facebook qui, sur le sujet des accidents vaccinaux, a commencé bien avant le début de la crise du Covid-19. In April, I wrote you that I was disappointed that Facebook would consider restricting free speech rights to communicate the risk associated with vaccinations. I support vaccinations of children and adults, but I also support open and frank communication of the risk of vaccination. Every person should make vaccination decisions with full information. In recognition of the uncertainties, the risk of vaccinations, the federal government has created a vaccination trust fund that has paid out over $4 billion to compensate those who have been injured by vaccinations. Mr. Zuckerberg, is Facebook able to assure us that it will support users' fair and open discussions and communications related to the risk as well as the benefits of vaccinations? We do care deeply about giving people a voice and freedom of expression. Those are some of the founding values of the company. We also hear consistently from our community that people want us to stop the spread of misinformation. So what we do is we try to focus on misinformation
that has the potential to lead to physical harm or imminent harm. And that can include especially misleading health advice. Let's kind of stick to this subject because our time is very limited. Are you 100% confident that vaccines pose no injury to any person on this planet? Congressman, I don't think it would be possible for anyone to be 100% confident, but my understanding of the scientific consensus is that it is important that people get their vaccines. But you said your platform, you believe in giving people a voice. Shouldn't somebody have the opportunity to express an opinion different from yours? I mean, over $4 billion has been paid out by the fund. Over thousands of people. Don't you think people should be able to have information to make an informed choice? Congressman, I do. And that's why we don't stop people from posting on their page something that's wrong. Right? If someone wants to post vaccine, anti-vaccination content, or if they want to join a group where people are discussing that content, we don't prevent them from doing that. But what we do is we don't go out of our way to make sure that our group recommendation systems try to show people or encourage people to join those groups. If you type in the name of a group exactly, you can get the group. We're not going to hide it. We're not going to prevent you from joining it. But we're not going to recommend or go out of our way to show people content that would encourage people to join those groups. But well, people can share that content if they want. Many of the people harmed by this policy are in fact parents with disabled children, and I don't think we or you should be so quick to turn our backs on them. Voilà. Résultat de cette censure, la campagne de financement participatif que j'ai lancée sur Litchi pour produire ce documentaire après un départ fulgurant semble presque stagner maintenant. Donc, je vous lance un appel solennel à ceux qui le peuvent de participer en faisant un don, le lien est en description de cette vidéo, et à ceux qui ne le peuvent pas de partager cette vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.